Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons M. Yvener-Pierre et Mme Sénabou Amika. Ensemble, nous parlerons du mois de l'histoire des Noirs qui se déroule en février, de racisme, mais surtout d'engagement. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être là. Mon premier invité est vice-président de l'organisme Lacaille. Outre accompagner les nouveaux arrivants, l'organisme de Repentigny a aussi la mission de réduire le racisme et le profilage racial. Je vous le présente à l'instant, M. Yvener-Pierre. Monsieur Pierre, bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Dites-moi, parlez-nous brièvement de l'organisme Lacaille. L'organisme Lacaille, c'est un organisme qui a vu le jour il y a plus d'une dizaine d'années à Repentigny, qui vise, premièrement, on avait pour mission, premièrement, d'accompagner les personnes racisées ayant été victimes ou sont victimes du profilage racial et du racisme. Et ensuite, on s'est engagé à accompagner les nouveaux arrivants dans la communauté, à s'implanter, à faire les démarches. Donc, c'est ça l'organisme Lacaille. Donc, nous sommes un organisme régional, mais nous pensons et nous demeurons confiants que le racisme et le profilage racial se vit à travers du Québec. Et il y a d'autres partenaires qui travaillent en ce sens, à travailler, à faire en sorte que le profilage racial et le racisme ne soient plus dans notre belle société. Vous l'avez dit, là, on ne se le cachera pas, du racisme, il y en a, du profilage, il y en a. Dites-moi, la situation dans l'Anaudière, on n'est pas très loin de Montréal. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça stagne? Comment est la situation? Parce qu'il y a eu des événements il y a quelques années à Repentigny. Oui. Alors, on va dire, si on se fie où nous sommes aujourd'hui, on va dire c'est mieux. Okay. Parce qu'il y a une sensibilisation. Si Lacaille existe, si vous nous invitiez à prendre part à cette plateforme, c'est parce que vous voulez participer d'une façon à cet élan. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes mieux dans le sens que la population s'est engagée, Lacaille s'est mis debout avec des éléments de la communauté pour éradiquer. Nous n'avons pas peur des mots, nous voulons éradiquer le racisme parce que tous les citoyens sont des êtres humains. Donc, et c'est ça. Donc, oui, à Montréal, on va dire c'est mieux puisque la ville de Montréal reconnaît le racisme. Malheureusement, à Repentigny, nous ne sommes pas encore là. Donc, dans notre belle ville, on parle de biais au lieu que de poser des gestes concrets. Mais nous sommes mieux. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que le terme nous fait peur? Mais je pense que c'est l'absence de reconnaissance fait en sorte qu'on ne veut pas travailler les vrais enjeux. Donc, on va dire que nous sommes convaincus que dans un avenir rapproché, le racisme sera un bien meilleur mot. Nous le souhaitons, évidemment. Dites-moi, je sais que ça peut paraître étrange, on ne reconnaît pas le terme et on ne sait pas vraiment par où les gens racisés peuvent passer. Je m'explique. J'aimerais savoir comment on se sent. Est-ce qu'on se sent surveillé? Est-ce qu'on se sent quand un policier passe tout près? Comment on se sent? Je sais pas pour ceux qui l'ont vécu, oui. C'est pas, si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Exactement. Parce que vous imaginez, je vais vous donner une anecdote. Il y a un ami policier qui est plus âgé que moi, qui est dans la police depuis une vingtaine d'années, qui me dit, il y a plus que 10 à 15 ans, quand il voyait un homme racisé dans une belle voiture, son réflexe, c'était de l'accoter automatiquement pour vérifier est-ce qu'il n'est pas membre des gangs criminalisés ou s'il n'est pas dans les trafics illicites, etc. Donc, pour plus d'un, être noir, c'est être un crime. Pour plus d'un, être noir, c'est être condamné avant même l'heure.
Alors, nous... Il y a une grosse présomption. Oui. C'est ce que vous dites. Alors, nous, dans la CAI, et c'est ce qu'on a tenté de démontrer, puisque toute la lutte que la CAI a menée dans la Naudière, particulièrement à Repentigny, c'est arriver de faire les preuves devant les tribunaux qu'il y avait du profilage racial au sein de la police de Repentigny. Nous n'avons pas peur de le dire. Aujourd'hui, la police est plus sensibilisée à cet effet-là. Alors, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est encore présent? Oui, c'est encore présent, mais la bonne nouvelle, c'est que la CAI est là comme organisme pour accompagner les personnes qui sont victimes de ces comportements-là. Et la CAI a une merveilleuse idée auprès des jeunes. Oui. On dit souvent que tout commence par l'éducation, tout Exactement. commence par les jeunes. Racontez-moi cette belle histoire. C'est un concours littéraire. Oui. Alors, il y a un directeur d'école, je ne nommerai pas le nom parce qu'on ne fait pas de publicité, qui disait « Par l'éducation, tout est possible ». Tout est possible. Alors, la CAI, dans son souci de sensibiliser la communauté tout entière, a mis sur pied un concours intitulé « Ma plume contre le racisme ». Et ce concours vise à encourager des jeunes, des écoles de notre belle région, d'écrire des textes contre le racisme, la jeunesse, l'espoir de demain. Et vous savez, dans une société, à une période où la technologie prend tout son sens, où les jeunes sont plus attirés par les éléments techno, nous avons trouvé des jeunes, des écoles, des enseignants, des parents qui se sont mobilisés pour permettre à ce concours d'être dans sa 2e édition. Et c'était merveilleux. Et là, on ne parle pas juste d'une commission scolaire, on parle d'une région. De toute la région de la Naudière. De toute la région de la Naudière. Alors, ce qui est beau, c'est que vous avez des jeunes qui ont écrit des textes qui sont... Quel âge avaient les jeunes? Je pense que c'était au secondaire? Oui, secondaire. Premier cycle, deuxième cycle. 2 cycles. Oui. OK. Alors, ce qui était essentiel à voir, c'est qu'il y a des textes qui sont d'une portée extraordinaire. Il y a un jeune, je vais me permettre de citer son nom, la jeune Jessie Mia Alfred, qui a écrit un texte, c'est mon texte coup de cœur. Malheureusement, ou heureusement, je ne faisais pas du membre du concours, mais quand j'ai lu ce texte, ça c'est venu me chercher. Elle a écrit un texte intitulé « Ma couleur n'est pas un crime ». Je voulais vous en parler parce que vous avez dit ça tantôt. Hein? Ma couleur n'est pas un crime. Il y a des titres surprenants là-dedans. Oui, là. oui. Écoutez, j'aimerais un monde coloré. Oui. Une incomprise parmi tant d'autres. Ma couleur n'est pas un crime. Une pluie de souffrance. Sans nos différentes couleurs, l'arc-en-ciel n'existerait pas. Il y a des textes assez poignants. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ces textes-là? Mais c'est la capacité de ces jeunes de 15, 14, 15, 16 ans de pouvoir mettre des mots sur une situation assez profonde et de proposer des éléments de solution à leur dimension. En plus? Oui. Parce que quand le jeune nous dit « Ma couleur n'est pas un crime, nous sommes tous pareils, il faut me voir pour savoir qui suis-je », ça nous dit qu'on est ensemble dans la même galère, si vous le souhaitez bien le comprendre. On est tous pareils. On est tous pareils. Avec toutes nos différences. Avec nos différences. Donc, il dit, comme Gandhi aurait pu dire, c'est dans la diversité, nous faisons l'unicité. Donc, et c'est ça qui est fabuleux. Donc, nous avons des jeunes qui s'engagent à nommer le racisme pour ce qu'il est. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, en tant que vice-président de l'organisme La CAI, je crois que notre mission est réussie. Nous avons des jeunes qui s'engagent. Le futur. Oui. Pour moi, c'est réussi. Et je vais vous donner un scoop. Notre vision, c'est rendre ce concours provincial. C'est notre vision. Oui, oui. Ben, je vous le souhaite beaucoup, beaucoup, parce que est-ce que beaucoup de jeunes, là, vous semblez dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont participé? Ah oui, toutes les écoles de la région. Et c'est pourquoi on en profite de ce moment pour remercier les directions d'école. Qui ont embarqué? Qui ont embarqué. Tout le monde a embarqué là-dedans. Les enseignants, les écoles, les parents, les élèves. Vous imaginez ces concours? Et puis on en profite parce que la CAI n'organise pas seule ce concours. Il y a l'Observatoire des profilages de l'Université de Montréal qui est un partenaire dans ce concours-là. Donc, et je ne vous cache pas, nous n'avons pas de moyens. Je comprends. Nous n'avons pas de moyens. C'est la volonté, et c'est ça qui est important, c'est la volonté d'être au service de la collectivité qui nous mobilise. C'est un boost pour vous? Oui. Ce qui s'est passé pour une deuxième année, c'est un boost? C'est un boost. Ça nous dit que c'est un besoin. Les jeunes ont besoin de s'exprimer par rapport au racisme. Et la collectivité
aussi. Il répond. Donc, parce que le maire de la ville y était présent, le ministre provincial de la lutte contre le racisme, M. Christopher Skitt, était présent. Donc, nous avons eu des conseillers municipaux, des notables de la ville, des citoyens, des parents. Donc, la ville la communauté se mobilise. Donc, c'est un atout. Et ça vous rend, je présume, fier? Nous sommes contents. Nous serons plus fiers quand le racisme sera un bien meilleur mot. Oui, quand on n'aura pas peur? Peut-être oui. Peut-être, oui. Dites-moi, maintenant, outre rendre ce concours littéraire provincial, quelles seront les prochaines activités à la CAI? La CAI? Et qui veut dire chez soi, je pense. Oui, Hein? Vous m'avez dit ça tantôt. C'est chez soi. Et qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Là, Alors, donc, toujours dans cette mission-là. Le 24 février, donc... 24 février, la semaine prochaine. Oui, ce week-end. Oui, nous aurons une souper avec les entrepreneurs de la média. OK. Donc, nous aurons un souper... Des entrepreneurs afrodescendants? Afrodescendants ou tout autre entrepreneurs qui viendront pour partager leurs expériences d'entrepreneurs et motiver d'autres. Et le 2 mars, hein, c'est l'événement, la cerise sur le Sunday, le 2 mars, au collège de Joliette, au cégep de Joliette, nous aurons la clôture de cet événement-là. Il y aura un événement d'une grande envergure. Il y aura une soirée d'amusement, il y aura plein d'activités à partir de 18h. Donc, on invite les gens à aller sur le site de la CAI pour s'inscrire. Oui. Tout est gratuit. C'est lacaille.org. Oui. Votre site va être sur notre page web, effectivement. Oui. On va inviter les gens à se rendre, à lire qui vous êtes. Oui, oui. Je présume que vous avez toujours besoin d'aide. Jusqu'à maintenant, oui. Un organisme. Monsieur Pierre, je vous remercie beaucoup. On va inviter les gens à aller visiter votre site. Et je crois, juste avant de terminer, les textes. Où peut-on les lire? On peut trouver les textes sur notre site web, donc lacaille.org. Donc, les textes sont poignants et vous pourriez voir le nom de nos jeunes qui ont gagné ce concours. On en profite pour leur dire merci. Merci d'avoir pris le temps d'écrire. Merci d'avoir pris le temps de créer cette œuvre qui va rester pour la postérité. Merci aux parents. Aux partenaires. Merci aussi. Aux partenaires. Merci aux différentes directions d'école. Merci à la ville de Repentigny. Merci au ministre Christopher Skitt qui était présent à notre événement. Merci à chaque parent, chaque personne dans la collectivité qui s'engage comme nous à ce que le racisme soit un bien meilleur mot. Je vous le souhaite beaucoup. Je vous invite à aller lire ces textes. Je vous dis, là, vous allez être surpris et ça nous rend chaud au cœur de voir que nos jeunes comprennent souvent mieux que nous. On se revoit tantôt. Merci, M. Pierre. Merci à vous. De retour avec vous. Ma prochaine invitée, c'est une femme vraiment très impliquée dans cette communauté. Elle cherche à tisser des liens entre le Québec et l'Afrique. Elle met en valeur plusieurs produits africains, surtout alimentaires. Je vous la présente également, Madame Senabou Amika. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Oui, j'ai regardé votre liste d'implications. Vous êtes une femme vraiment très occupée. On y reviendra, mais dites-moi, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion de mettre en lumière la contribution des Noirs dans la vitalité, l'épanouissement économique, scientifique, culturel, social du Québec. Donc, c'est comme le prolongement de moi, de ce que je fais presque quotidiennement, oui. en montrant les belles choses de l'Afrique. Vous êtes originaire du Sénégal. Oui. Vous êtes ici depuis plus de 20 ans. Oui, ça fait 22 hivers que je suis là. 22 hivers. Et on se posait la question, est-ce que vous vous êtes habitué? Non, pas vraiment. Bien, je vous dirais que moi non plus. Mais, mais alors, donc, dans votre implication, vous dites vouloir mettre en valeur la culture africaine, surtout alimentaire.
Expliquez-moi qu'est-ce que vous mettez en valeur et pourquoi. Oui. En fait, pourquoi? Parce que quand je suis arrivée ici, il y a 22 hivers de cela, il y a des gens qui m'ont posé la question à savoir si j'avais fui mon pays. Puis d'autres qui me posaient des questions qui m'a fait comprendre que ce que les gens savent, certaines personnes, je ne vais pas généraliser, certaines personnes, ce qu'elles savent de l'Afrique, ben, c'est une Afrique de pauvreté, une Afrique de misère, une Afrique de guerre. Donc, c'est là que je me suis dit, comme immigrante, j'ai une mission et je me suis donné cette mission de faire découvrir les belles facettes et les innombrables potentialités de l'Afrique que moi je connais. Et je le fais à travers l'alimentation, je le fais à travers la mode, de montrer que l'Afrique, au-delà des ressources naturelles que nous avons, l'alimentation a des potentialités innombrables. Que l'Afrique, le Sénégal, mais l'Afrique a beaucoup à offrir. Oui, l'Afrique a beaucoup à offrir et les aliments que je commercialise, je ne les choisis pas par hasard. Tous les aliments que je commercialise ont des vertus et des bienfaits pour la santé. On sait combien ce marché-là est important au Québec. Donc, par exemple, quand vous prenez le moringa, qui est considéré ici comme un super aliment, le moringa, il peut soigner jusqu'à 300 maladies. Le fruit du baobab, lui, c'est une pharmacie de vitalité. En plus d'être antioxydant, il contribue à retarder le vieillissement de la peau. L'hibiscus, je peux en dire autant. Le mil également. L'hibiscus qu'on voit quelquefois dans la bière, je pense? Oui, de plus en plus, il y a un engouement autour de l'hibiscus. Plusieurs brasseries québécoises utilisent l'hibiscus pour faire soit de la bière ou du kombucha. Et dites-moi, qu'est-ce qui crée cet engouement-là? Ben, c'est l'exotisme, aller vers des produits exotiques, mais aussi il faut reconnaître que l'hibiscus est bon en plus d'être désaltérant. Oui, j'avoue, je ne suis pas un amateur de bière, mais j'en ai vu beaucoup. C'était, outre mieux informer les gens, où trouvez-vous aussi la motivation de présenter, en fait, votre culture, ce que vous êtes, ce que l'Afrique est? Quelle autre importance ça a pour vous? Vous nous éduquez, mais quelle autre importance ça a aussi? L'autre importance, c'est de contribuer à l'automatisation des femmes qui transforment les aliments qu'on produit. Parce que vous avez, disons-le, vous avez une entreprise familiale qui a aussi quelques tentacules en Afrique. On va voir quelques photos tantôt. Vous m'avez dit en pré-entrevue qu'il y a beaucoup de belles-sœurs, de cousines. Des donc, tantes. c'est familial, là. On les voit ici. Là. Oui, donc c'est que vous êtes belle. Merci beaucoup. Donc, c'est une entreprise familiale c'est ma mère qui supervise mes cousines, mes tantes qui font ces produits-là et qui me les envoie. C'est des produits qui sont faits maison. Et quand c'est pas elle qui prépare les produits, mais elle contribue à les sélectionner. Par exemple, l'hibiscus, on sillonne plusieurs villages pour en acheter. Donc, c'est elle qui s'occupe de trier, de mettre ça dans des sacs et puis de me les envoyer ici. L'autre question, la question que vous m'avez posée sur ce qui me motive, c'est vraiment de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes. En Afrique? Oui, en Afrique, ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que les femmes, même si c'est les hommes qui sont tout le temps devant, on sait que la femme, quand elle a de l'argent, ben, elle va contribuer à l'éducation de ses enfants. C'est elle qui va participer à la santé. Donc, pour moi, c'est comme impératif de leur offrir la chance que moi j'ai eue. Expliquez-nous, vous avez eu cette chance-là de vos parents, de votre famille? Oui, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une famille qui avait les moyens de me permettre d'avoir une éducation de qualité et puis d'être indépendante aujourd'hui financièrement et de pouvoir faire des choses. Donc, c'est une façon de redonner à d'autres personnes. Et quel est votre impact pour les femmes africaines? Là, on a vu de merveilleuses femmes, des cousines, elles ont l'air sereines, heureuses, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes, je pense. Quel est votre apport là-bas?
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes que vous aidez? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui, à cause de vous, ont fait commerce là-bas? Quel est votre impact là-bas? L'impact, c'est de les montrer comment faire le travail. Elles savent déjà faire le travail, mais c'est de leur donner le moyen de se performer pour pouvoir vendre à d'autres, pas juste à moi, mais à d'autres pour augmenter leur marge salariale. Et l'autre impact que j'ai, c'est vraiment au niveau des jeunes filles. L'année passée, j'ai travaillé avec l'Association des femmes diplômées du Sénégal. On avait mobilisé plus de 60 jeunes filles qu'on a aidées à participer à un concours de Technovation Montréal qui leur a permis d'apprendre à coder. Et à terme, elles devaient créer des applications mobiles qui auraient pu se retrouver sur iPhone ou Android. Et cette année, on a plus de 150 filles. Donc pour moi, ça a triplé. Oui, pour moi, c'est vraiment important d'offrir aux femmes, aux filles, la chance d'être autonomes d'une façon ou d'une autre. Vous m'avez dit également que vous allez vers les étudiants dans certains cégeps pour faire quelques conférences. Quelles sont ces conférences? Oui, c'est tout dans un cadre de vulgarisation, mais aussi de leur faire découvrir les produits alimentaires. Donc, de leur parler de l'Afrique, comme je vous ai dit. Moi, je me considère comme une ambassadrice de l'Afrique, parce que tous les gens qui voient l'Afrique qui est dépeinte dans les médias, ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent pas. Ce qu'ils savent, c'est ce qui est véhiculé dans les médias. Donc, moi, je suis là... Et ce n'est pas toujours juste. Ce n'est pas toujours juste. De la misère, il y en a partout, mais l'Afrique, ce n'est pas que ça. Donc, à travers les conférences, les ateliers, je montre aux gens ce qu'il y a de bon, de beau de l'Afrique. Et je le fais dans les écoles, je le fais dans les foires. Cégep tantôt. Oui, donc c'est au Cégep André Laurando que j'ai eu vraiment l'opportunité d'avoir... là, je suis rendue à 5 classes. Je viens dans les classes, je leur parle de l'Afrique, j'apporte de la nourriture, j'apporte des choses qui viennent de l'Afrique pour leur faire découvrir l'Afrique. Et vraiment, même moi, je suis émerveillée de voir l'intérêt des gens. Il y en a beaucoup d'intérêt, oui. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Et ça, je sors de là tellement waouh. Et à chaque fois, je suis enrichie. Moi aussi, j'apprends. Parce qu'il y a des choses que tu te dis, bon, si je ne l'avais pas dit, les gens allaient grandir, puis allaient peut-être transmettre cette ignorance à d'autres. Oui, cette fausse idée de l'Afrique. Donc, pour moi, c'est important de continuer à faire ça. Puis l'autre chose que je fais, c'est aussi d'édifier une mémoire institutionnelle, parce que moi, quand j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat, à m'intéresser aux produits, c'était très difficile de trouver l'information. Donc, avec un ami qui est un chercheur, un biologiste, il me fait une revue scientifique des produits, puis à partir de ça, moi, je fais des fiches descriptives où je parle, par exemple, c'est quoi l'hibiscus? Quelles sont les vertus et les bienfaits de l'hibiscus? Qu'est-ce que tu peux faire avec l'hibiscus? Donc ça, j'en fais pour tous les produits et ça permet aux gens d'en savoir plus. Et ça, c'est des choses qui vont rester pour l'avenir. Et j'imagine vous avez un site web, qu'on peut tous voir ça sur votre site? Oui, je suis présente. Mon site, il est en rénovation, si je peux dire. Mais je suis présente sur tous les réseaux sociaux. Puis, je raconte des histoires pour faire découvrir, faire connaître les produits et aussi les ateliers culinaires pour permettre aux gens, oui, tu as acheté le couscous de mille, mais comment le faire maintenant? Comment le cuisiner? Et l'autre chose que je fais, et ça, c'est vraiment comme une façon de m'adapter ici. Par exemple, nous, la farine de mil, quand on l'utilise, c'est plus pour faire de la bouillie. La farine de mil, c'est le premier aliment que mange un bébé africain parce qu'on en fait une bouillie que consomment les bébés. Notre pas blanc, Manou. C'est ça, mais au Québec, ce n'est pas cette réalité-là. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des crêpes
avec la farine de mil, des muffins, Donc, des pancakes, des recettes d'ici, adaptées. mais adaptées avec vos aliments. Exactement. Et les brisures de mil, on peut en faire des salades. Le fruit du baobab, on peut en faire des smoothies. Donc, vraiment, ça me permet de continuer à être cette fédératrice-là, celle qui crée des ponts entre la société d'accueil et l'Afrique. Les ponts sont-ils plus faciles à faire aujourd'hui qu'avant? Parce que vous faites ça depuis une vingtaine d'années. Est-ce que les ponts sont plus faciles à construire maintenant? Je dirais que oui, parce qu'aujourd'hui, on a accès aux réseaux sociaux. Et ça, pour moi, c'est une mine d'or que de pouvoir parler à des gens aussi facilement sur les réseaux sociaux, d'aller dans les écoles, d'aller dans les salons. Donc, c'est vraiment plus facile. Et on peut rejoindre plus de personnes, je pense, aussi? Oui, plus de personnes et pas juste à travers le monde. À travers le monde. C'est vrai? Oui, parce que moi, il y a des gens qui m'appellent, qui commandent des États-Unis, de la France, de partout, des produits. Puis aussi, la sensibilisation que je fais, oui, je la fais au Québec, auprès des enfants, auprès des personnes, mais je la fais aussi dans mon pays, parce que dans mon pays, malheureusement, la colonisation, la traite des Noirs a laissé beaucoup de séquelles qui sont encore une plaie béante, dans le sens où les gens... Ça a laissé des marques. Oui, des marques important. Celui qui m'a précédé nous parlait de profilage. Ouais. Donc ça, c'est les séquelles de la traite des Noirs, de la colonisation, car les gens qui ont fait ça ne pouvaient pas dire « Ah, ils sont beaux, ils sont fins, ils sont intelligents, les Noirs ». Ils nous ont stigmatisés, ils nous ont presque diabolisés en les montrant comme des sauvages et tout. Donc, et puis, ils ont développé plein de complexes auprès de ces gens-là. Donc, les gens sont même complexés pour la nourriture. Donc, moi, j'essaye à travers ma compagnie de déconstruire ce fait de dire aux gens, notre nourriture, elle est bonne. Elle est bonne et puis... quoi qu'en disent les colonisateurs. Quoi qu'en disent les gens. En consommant les produits alimentaires, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'automatisation des femmes. Et c'est bon pour tisser des liens. Et c'est bon pour tisser des liens. Vous semblez heureuse et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va inviter les gens. Ça va être sur notre site, votre adresse. Merci. Merci infiniment. Quant à nous, c'est terminé. On se revoit dans ce jour.